Les amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors, je vais faire une série de 2 vidéos pour expliquer clairement un théorème qu'on voit déjà dès le lycée en électronique, en physique, et puis qu'on approfondit un peu plus à l'université. Les élèves et les étudiants ont tendance à prendre ça un peu à la légère en pensant que c'est un acquis. Mais il y a des circuits, je vous l'assure, qui lorsque on les donne, ils sont un peu plus compliqués que ce qu'on pense. Alors ici, j'ai choisi un circuit relativement simple dans lequel on va pouvoir appliquer ces lois-là. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Alors, quelles sont donc ces lois-là? Vous les avez remarquées, vous les aurez sans doute remarquées. On va parler aujourd'hui des lois de Kirchhoff. Alors, combien de lois on dénombre quand on parle des lois de Kirchhoff? On en compte principalement 2. La loi des mailles et la loi des nœuds. Alors, maintenant, appliquons donc ces lois-là à ce circuit-ci. En principe, dans ce circuit-ci, on nous demande de trouver le courant I qui traverse la résistance R. On a un générateur de tension qui délivre une tension E, un générateur de courant I qui débite un courant I0, et puis on a 1, 2, 3, 4 résistances dans le circuit. On nous demande de déterminer le courant I qui traverse la résistance R en utilisant exclusivement les lois de Kirchhoff. Alors, comment faire pour résoudre un tel exercice? La première des choses à laquelle on doit penser quand on travaille avec les lois de Kirchhoff, quand on travaille sur les lois de Kirchhoff, c'est de penser à la loi des nœuds. Alors, que dit la loi des nœuds? La loi des nœuds dit que la somme algébrique des courants qui arrivent en un nœud égale à 0. Ou alors une autre définition, c'est la somme algébrique des courants qui partent d'un nœud égal à 0. Ou une définition un peu plus claire, c'est la somme des courants qui arrivent en un nœud égale à la somme des courants qui partent de ce nœud-là. Alors, commençons donc par appliquer la loi des nœuds en ces différents nœuds. Voici, on dénombre un nœud ici. Et ici, on a un autre nœud. Donc là et là. Alors, pour appliquer la loi des nœuds ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement des courants, parce que la loi des nœuds nous permet de trouver les courants dans un circuit électrique. Ici, on se rend compte qu'on a un générateur de tension E qui débite un courant. Justement, lui aussi va débiter un courant. Le générateur de tension débite un courant. Appelons donc ce courant-là I1. Le courant qui est débité par le générateur de tension, on va l'appeler I1. Ici aussi, on aura un courant. Mais la subtilité ici, c'est comment reconnaître le sens du courant qu'on aura dans cette branche-ci. Pour cela, on va regarder notre générateur de courant qui est ici. Le générateur de courant, on voit bien que le courant qu'il débite va vers le haut. Ça veut dire que le courant I0 débité par le générateur de courant ici sera divisé à ce nœud-ci en 2 parties. Une partie qui va venir là et une autre partie qui va venir là. Ce qu'il faut savoir sur les générateurs de courant, c'est que le générateur de courant ne reçoit jamais un courant électrique. Le générateur de courant débite toujours du courant électrique. Ça veut dire qu'aucun courant ne va venir dans ce sens-ci. Le courant va plutôt entrer comme ceci. Donc, voici le sens du courant qui va aller là. Et ce courant-là, appelons-le I2. Mais ne l'appelons pas I2 sur le schéma pour ne pas s'encombrer avec les noms de courant. Trouvons directement la valeur de ce courant qui va aller ici. Alors, appelons donc ce courant-là I2, mais au brouillon pour trouver la valeur de ce courant-ci. Et en utilisant justement la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a dit tout à l'heure que la somme des courants qui partaient d'un nœud est égale à la somme des courants qui arrivaient en ce nœud-là. Donc, le courant qui part du nœud, c'est le courant I. On a I égale à la somme des courants qui arrivent au nœud. Donc, c'est I1 plus I2. Or, puisque c'est le I2 aussi qu'on cherche, on va directement le tirer. Ça va dire que I2 vaut I moins I1. On trouve donc la valeur du courant I2 qui est là. I moins I1. Là, on a trouvé la première valeur du courant qui est débité par le générateur de courant. Maintenant, la deuxième valeur, ce courant qui part là. Comment on va le trouver? On va le trouver aussi par la loi des nœuds. La loi des nœuds nous dit que la somme des courants qui arrivent en un nœud égale à la somme des courants qui partent de ce nœud. Le courant qui arrive, c'est I0. On le met là, égal au courant qui part, I moins I1, plus ce courant-ci, I3, mais on ne l'appellera pas I3, on l'appellera pas son nom, pas sa valeur. Mais ce I3 là, on va l'appeler quand même, mais au brouillon. Donc on va dire plus I3. Puisque c'est le I3 qu'on cherche, on va le tirer. Il va donc être égal à I0 moins I plus I1. I0 moins I plus I1. On va directement le positionner là, I0 moins I plus I1.
Alors, on arrive là. Je pense que tout est fait. On a déterminé tous les courants qui arrivent et qui partent du coup dans notre circuit électrique. La prochaine étape ici, c'est une étape qui est cruciale. C'est la vérification des sens du courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois qu'on a trouvé non seulement les sens et les valeurs de notre courant, on doit vérifier si c'est exactement cela. Comment faire donc pour vérifier cela? Prenons l'exemple de ce courant-ci, I0 moins I plus I1. On sait que ce courant-ci va venir là, entrer dans la résistance 2R, venir passer par ici, se diviser en deux courants, un qui va monter et un autre qui va partir tout droit. Ce courant-ci, on sait que c'est I0 moins I plus I1. Donc, il y a une partie du courant qui va monter là, mais on connaît la partie du courant qui va monter ici, on sait que c'est I0. Donc, le courant qui va continuer, c'est moins I plus I1, moins I plus I1. Ce courant moins I plus I1 ici va continuer sa route et une partie de ce courant-là va se détacher pour entrer dans la résistance R et une autre va continuer sa route. Quelle partie donc va continuer sa route? On voit d'abord que celui qui va entrer dans le générateur, c'est le courant I1, parce que le voilà. Donc, celui qui va monter dans la résistance R, c'est moins I. Et on se rend compte que quoi? Que le courant qui monte dans la résistance est opposé à celui qui descend. Donc, c'est la raison pour laquelle on retrouve le moins devant le I. Dès qu'on arrive là, on peut se dire qu'on a tout bon quand même. On a bon par rapport aux lois des nœuds. Parce que quoi? Parce qu'on a trouvé exactement la valeur des courants qui entrent et qui sortent dans les branches. Si on avait trouvé un courant ici qui était différent de I0, ou alors on avait trouvé ici un courant qui était différent de I1, on aurait vu qu'on a fait une erreur quelque part. Alors, là, c'est la première partie qui est terminée. On a déterminé les courants avec la loi des nœuds. Maintenant, déterminons les tensions avec la loi des mailles. Parce que n'oublions pas que l'objectif, c'est de déterminer le courant I qui traverse la résistance R. Comment donc faire cela pour déterminer le courant I? On va utiliser la loi des mailles. Pour utiliser la loi des mailles, on sait que la loi des mailles dit quoi? La loi des mailles dit que la somme algébrique des tensions dans une maille est égale à 0. Alors, voici la première maille qu'on va utiliser. On va prendre notre sens positif comme ceci. Là, on va appeler ça la maille 1. Et maintenant qu'on a déterminé le sens positif, il faut bien déterminer le sens des tensions de chaque dipôle dans notre maille. Ce premier dipôle R, comment est-ce que sa tension est déterminée? Le sens de sa tension. On sait que quand un dipôle est repéré en convention récepteur, le sens de la tension est toujours opposé au sens du courant. Ici, le dipôle est repéré en convention récepteur. Donc, son sens de la tension sera contraire au sens du courant, on va l'appeler donc UR. Pareil ici, convention récepteur, sa tension sera dirigée de manière opposée au sens du courant. On va l'appeler U2R. Pareil pour celui-ci. Faisons directement ça pour tous les dipôles dans notre circuit. Là, le courant va comme ça, donc la tension va venir là, U3R. Et ici, pareil, le courant descend, donc la tension va monter, U2R. Alors, on ne va pas trouver la tension bonne du générateur de courant. C'est une subtilité que j'aimerais évaluer ici. Quand on a un circuit pareil et qu'on cherche à travailler avec les tensions, on ne va pas directement chercher la tension bonne du générateur de courant parce que la tension bonne d'un générateur de courant est une inconnue. On ne connaît pas la valeur de la tension bonne du générateur de courant. Donc, on n'a pas besoin de la chercher pour trouver le courant I qui traverse la résistance. Si dans l'exercice, on nous avait demandé de trouver cette tension-ci, on aurait pu la trouver avec la loi des mailles. Mais notre objectif n'est pas là. On ne veut pas connaître la tension qui passe au bornes du générateur de courant. Mais ne dites pas qu'elle est nulle, elle n'est pas nulle, elle est une inconnue. Alors, dans la deuxième maille, on va positionner notre sens positif dans le même sens qu'on a choisi tout à l'heure. On va l'appeler M2. Et puis, on va travailler directement la loi des mailles. La première maille nous dit quoi? On aura donc la première maille, c'est là. On aura E, sens positif, parce qu'il va dans le même sens que notre sens choisi. Donc E égale, ça sera une égalité. Ou plutôt, si vous voulez, on va passer directement en mode algébrique. Moins U2R moins UR égale à 0. On a exactement appliqué la loi des mailles. Ça là nous donne quoi? Ça nous donne que E sera égal à quoi? U2R, c'est la tension au borne de la résistance 2R. Donc ça sera la résistance au borne de cette résistance-là, la valeur de la résistance au borne de cette résistance-là, multipliée par l'intensité du courant qui la traverse.
Alors, la résistance aux bornes de ce dipôle-ci, c'est 2R multiplié par la résistance qui traverse ce dipôle-là, I1. La résistance aux bornes de ce dipôle-là, c'est 2R multiplié par l'intensité du courant qui la traverse, I1, moins UR. UR, ça sera R ou plus, parce qu'il va passer de l'autre côté de l'égalité, plus R multiplié par l'intensité du courant qui traverse le dipôle. On a donc que la tension, que E égale à 2R multiplié par I1 plus R multiplié par I. On peut réécrire ça rapidement. E égale 2R I1 plus RI. Je pense que c'est bon. 2R I1. Ok. D'accord. Alors, dès qu'on a travaillé avec la première maille, on peut passer à la deuxième maille. La deuxième maille nous dit quoi? La deuxième maille nous dira que la tension ici, plus la tension là, plus... Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la loi des mailles ici va se concentrer non pas sur la maille qui comporte le générateur de courant, mais sur la grande maille directement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de la tension au bord du générateur de courant parce qu'on ne la connaît même pas. On connaît celle-ci, donc on va travailler avec celle-ci. Donc, la loi des mailles va se comporter directement dans la grande maille avec les trois dipôles résistifs. Alors, la première tension, ça sera UR. Comme c'est dans le sens positif choisi, c'est positif. La deuxième tension, c'est U3R plus U3R. Et enfin, la troisième tension, ça sera négatif parce que c'est dans le sens opposé au sens positif choisi. Moins U2R égale à 0. Ceci nous donne quoi? R, UR, c'est RI. U3R, c'est 3R multiplié par I moins I1. U2R, c'est 2R multiplié par I0 moins I plus I1 égale à 0. On développe ça rapidement. On aura que la deuxième va nous donner 6 On obtient donc cette équation-ci. Alors, on a l'équation de la maille 1 qui nous a donné là, et on a l'équation de la maille 2 qui nous a donné là. Et on a, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que c'est un système, ou alors un système de deux équations à deux inconnues. Les deux inconnues sont I1 et I. Or, dans notre exercice, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande simplement de trouver I1 qui est là, ou alors I qui est là. Donc, ça revient à résoudre juste un système d'équations de deux équations à deux inconnues. C'est assez simple. Alors, allons-y rapidement, on résout cela. On écrit la première équation qui nous est donnée par RI plus 2RI1 égale à E, et puis 6RI moins 5RI1 égale à 2RI0. Donc, pour résoudre ce système d'équations-ci, on va utiliser une méthode que j'apprécie particulièrement, c'est la méthode dite de Cramer, ou la méthode des déterminants. Puisqu'on cherche I, on sait que I sera égal au déterminant de I divisé par le déterminant du système. Il suffit donc de calculer ce déterminant-ci, ou alors ces déterminants-ci. Le déterminant de I, il est donné par quoi? Le déterminant de I est donné par E, 2R I0, et puis 2R, et moins 5R. Le déterminant du système est donné par quoi? Il est donné par R6R, et puis 2R moins 5R. Alors, on calcule ces deux petits déterminants I qui nous donnent la valeur de I du courant. On aura quoi? On aura que ça donne moins 5 ER moins 4R carré I0 divisé par le déterminant du bas, moins 5R carré moins 12R carré.
Alors, ça donne quoi? On simplifie, on peut simplifier par moins déjà. Et puis, on peut simplifier par R. Ça va donner en haut 5E plus 4RI0 divisé par 5R moins plus plutôt 12R. I donc est égal à 5E plus 4RI0 divisé par 17R. Voilà donc la valeur explicite de I en fonction de E, de R et de I0. Il est important de savoir que on n'aurait pas pu trouver cette valeur de I en fonction de E, de R et de I1. Parce que d'aucuns pourraient penser qu'en ayant utilisé la première loi des mailles, on serait arrivé là et on aurait pu juste tirer le courant I en fonction de I1, de E et de R. C'est faux parce que I1 ne nous est pas donné dans l'exercice. On a juste utilisé I1 comme étant le courant généré par le générateur de tension. C'est pour ça qu'on a utilisé ce I1 là, il ne nous est pas donné. S'il nous était donné, on aurait pu directement tirer le courant ici. Mais comme il ne nous est pas donné, on a une équation de deux inconnus à résoudre. On ne sait pas le faire sans entrer dans des particularités qui ne nous importent pas trop ici. Alors pour donc résoudre ce problème là, on va utiliser une deuxième loi des mailles qui va nous permettre d'avoir une deuxième équation. Et là, on aura donc un système de deux équations à deux inconnus qu'on a là. Et pour résoudre un système d'équations de deux équations à deux inconnus, c'est assez simple. On a plusieurs méthodes. J'ai choisi la méthode de Cramer. Et c'est une façon aussi pour vous de vous faire réviser cette méthode-ci. Et puis, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, combinaison linéaire, la substitution et puis toutes ces autres méthodes-là. Donc, on arrive là et puis on trouve la valeur de I. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Enfin, si vous avez des commentaires ou si vous avez des revendications par rapport à une ou une autre méthode qu'on a utilisée ici, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine et à très vite pour notre seconde vidéo dans le cadre des lois de Kirchhoff. À très bientôt.